Donc, rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière Image, toujours 1 heure de cinéma. Guy Ménard à l'animation, accompagné cette fois-ci de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Donc, on poursuit notre couverture des 21e rencontres internationales du documentaire de Montréal, où il y a... On n'en est pas sorti. Où il y a une multitude de films fort intéressants. Donc, Antoine Bourges, bonjour. Bonjour. Bonjour, Antoine. Afin de discuter d'un film qui est présenté aujourd'hui, cet après-midi. Cet après-midi, oui, à 15h45. 15h45 à la Cinémathèque québécoise. Et Failed to Appear. Failed to Appear. L'idée du projet, alors, je pense que il y a toute une réflexion sur le cinéma, je crois, dans votre film, sur la possibilité, genre, d'utiliser le cinéma pour entrer en contact avec le réel. Oui. Comment est venue cette idée de filmer une rencontre entre une travailleuse sociale et un homme, Eric? C'est vos expériences personnelles qui vous ont amené à dire qu'on va essayer de rencontrer l'humain à travers ces rencontres entre un homme et une femme. Oui, c'est un peu ça. Oui, mais comme vous avez dit un peu plus tôt, à travers le cinéma, on peut faire des rencontres humaines qui parfois sont un peu plus compliquées dans le réel. Mais non, moi j'ai vécu à Vancouver assez longtemps, et à cette époque-là, je vivais dans un quartier où il y avait beaucoup de gens qui c'était le quartier du Downtown East Side, où il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de pauvreté, d'addiction, etc. Et donc j'observais souvent des couples comme ça qui marchaient dans la rue ou qui étaient dans des cafés et qui avaient des relations que je trouvais un peu improbables, où je sentais qu'il y avait un dialogue qui était important. Dans les cafés, on les entendait parler justement de rapport à la drogue ou de choses comme ça, ou de problèmes financiers. Puis à côté de ça, il y avait quelque chose d'un petit peu réglé dans la manière de parler. Donc j'étais intrigué par ces couples comme ça que je rencontrais, ces pairs. Et puis après, j'ai compris que c'était un travailleur social et son client, son patient, et du coup... Les codes, bien sûr, associés au discours du travailleur social. Exactement, il y avait tous ces codes, et j'ai trouvé ça assez fascinant. Je me suis dit que ça serait en tout cas, c'est ce qui, moi, m'intéresse dans le cinéma aussi, c'est ces rapports. C'est ça, pour que les auditeurs se retrouvent, Failed to Appear, c'est la rencontre d'une travailleuse sociale, Isolde, et de quelqu'un qui a été pris à voler dans un centre d'achat, qui est Eric. Mais c'est aussi la rencontre de deux solitudes. La première partie du film se concentre sur Isolde, qui est en train d'apprendre son métier jusqu'à un certain point, et tout à coup apparaît Eric, et là le film devient tout à fait autre chose, parce que c'est la solitude d'Eric qu'on va aller voir de plus près. Oui, c'est ce qui m'a aussi intéressé dans ce projet, c'était l'idée de travailler sur un métier qui est le métier de travailleur social, qui dépend beaucoup du rapport humain et de la confiance qui s'établit entre une personne et une autre. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne est très compétente, mais qu'il y a juste ce petit problème humain où ce rapport, cette connexion peut peut-être ne pas arriver, quoi. Et donc à partir de ça, j'ai essayé un peu de créer, c'est ça, un récit entre où avec l'un et l'autre, montré d'une manière un petit peu parfois ensemble, mais souvent séparés, en fait, quoi, parce que Mais il y a un aspect très particulier au film, et je pense pas qu'on révèle quoi que ce soit en le disant, c'est que pour moi c'est un vrai documentaire, votre film, mais il est joué. Les personnages, en commençant par les personnages principaux d'Isolde et d'Éric, sont des comédiens. Oui, lui n'avait jamais joué. Elle c'est une actrice. Après, tous les gens, tous les personnages du film, à part elle et une autre personne, sont tous des non-acteurs. Oui. Mais c'est vrai mais tout le monde joue un rôle quand même, en fait. Et moi, je sais pas, je pourrais pas le qualifier. Est-ce que c'est un documentaire ou pas un documentaire? J'essaie de pas trop penser à ça. Mais c'est vrai que c'est, donc une des idées de base, c'était lorsque j'avais découvert une saisine de cours, c'est
c'est un court referral, je sais pas comment on dit vraiment en français, mais c'est ce document qu'on voit au début du film qui se déroule où on lit quel est le crime pour lequel il a été inculpé. J'avais trouvé ce document exact en fait avec un autre nom évidemment, et je m'étais intrigué, je m'étais intéressé à ça. Je me suis dit si j'écrivais un petit récit, pas trop fictionnalisé, mais un récit à travers les procédures normales qui du système canadien, à travers ce que ferait une travailleuse sociale, ce que ferait un avocat, qu'est-ce qui se passerait. Et donc il y a vraiment un côté, enfin le film est écrit à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que c'est le déroulement de ce qui se serait certainement passé suite à ce document réel que j'ai trouvé, quoi. Et en adoptant cette approche et en faisant le film, j'ai intégré beaucoup d'autres éléments du réel, comme des scènes de verbatim dans un tribunal ou des choses comme ça. Il y a différentes approches. Il y a des scènes qui sont très écrites. Tout le tribunal, d'ailleurs, là, on a l'impression qu'on est face à un document très strict. Et c'est seulement quand arrive le générique de fin, par exemple, le procureur de la couronne a un nom francophone, Madame Demers, je pense, puis on s'aperçoit au générique de fin que Madame Demers est interprétée par quelqu'un. Bon, là, on comprend qu'on a été un peu piégé, mais ça n'enlève rien à la qualité fondamentale du film, qui est de nous proposer une réflexion sur qu'est-ce que c'est le travail d'intervention de la jeune dame. Mais au-delà de ça, moi je reviens avec le mot solitude, mais l'idée de santé mentale qui est portée par le personnage d'Éric aussi, est illustrée de façon très éloquente dans le film. Merci, ouais. Mais c'est pas disons des environnements et des milieux que je connaissais moi dans ma vie personnelle. En fait, comme j'ai dit au début, c'est quelque chose que j'avais observé un peu d'une manière curieuse, et j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai parlé à beaucoup de gens qui souffraient de maladies mentales ou qui étaient passés par le système carcéral. Et donc cette isolation, c'était un des éléments qui m'avait un peu le plus touché, parce que même quand quelqu'un qui vient d'un milieu qui est plus ou moins classe moyenne, qui est pas quelqu'un qui est très pauvre ou quoi que ce soit, il reste quand même cet élément-là. C'est l'élément en commun un peu que j'ai trouvé dans tout ce genre de cas, en fait. Non, lui, il est entouré en plus de technologies très de pointe, hein. Oui. Mais il y a un moment extraordinaire avec lui, c'est quand il prend son violon. Là, ce personnage-là. Parce qu'on n'a pas dit que c'est un musicien, hein, c'est Éric. Oui. La musique, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait, parce que dans les communautés à Toronto, en tout cas, où on s'occupe où des gens qui ont des problèmes de santé mentaux participent, les communautés d'artistes, il y a beaucoup de musique. La musique est très importante. Oui. Et c'est vrai que pour moi, j'aimais cette idée que, oui, il y a des côtés un petit peu, disons, un sentiment un peu d'impuissance pour son personnage, comme pour celui de l'assistance sociale aussi. Oui. Et à côté de ces moments un peu d'incapacité, il y a aussi des moments de résistance, quoi. Pour moi, c'est jouer de la musique ou même aller à un rassemblement où on fait un espèce d'atelier pour discuter comment réagir dans des situations de conflit. Toutes ces choses-là, ça a l'air un peu rien, mais moi, quand je les observais, c'était pour moi des moments où c'est des gens qui allaient vraiment essayer de faire quelque chose. Et donc, j'ai trouvé que c'était un peu un espèce de contraste avec l'autre thème du film, quoi. Et Robert l'a mentionné tantôt, mais il y a un véritable travail de mise en scène dans votre film. Et ce qui m'a frappé, c'est ce rapport à l'espace. Dès le départ, on a un plan vide. Je veux dire, on pourrait presque parler de l'arrière-boutique où se retrouve la photocopieuse. Et constamment, ces personnages. Puis le son qu'on a, c'est le son de la photocopieuse qui fonctionne sans qu'il y ait personne. Exactement, avec les voix derrière. Mais constamment, vos personnages sont ramenés toujours dans un espace pour les situer, je dirais, socialement. Donc, c'est important pour vous, je veux dire, de bien situer ces personnages-là dans un espace qui finalement arrive à explorer aussi toutes les possibilités, je dirais, du cinéma. Et Pour moi, l'espace, c'est important au cinéma, et j'ai besoin d'imaginer l'espace avant d'imaginer ou d'écrire quoi que ce soit. C'est impossible pour moi dans l'abstrait d'écrire quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ces espaces-là, pour moi, sont assez fascinants parce on dirait presque des espaces de théâtre un peu. C'est des espaces de transit où les gens s'assoient, ils parlent à leur travailleur social, ils s'en vont. Il y en a un autre qui arrive, la chaise est là juste pour ça. Ce premier espace dont vous parlez, c'est quelque chose qui est complètement froid, distant. Puis à côté de ça, il y a ce document qui arrive,
arrive et puis qui raconte une histoire vraiment humaine, très humaine. Donc il y a ce contraste entre des relations et des expériences extrêmement humaines et un espèce de décor, background, je sais plus comment on dit, d'arrière-plan, qui est justement extrêmement neutre. Ouais, je crois que c'est juste quelque chose qui me plaît d'un point de vue presque esthétique au cinéma. C'est ça qui m'intéresse. Oui, mais c'est ça. Et ce qui correspond à vos choix de cinéaste, c'est une mise en scène frontale. On est en plan large toujours. Et même les moments de grande émotion, on n'est jamais collé sur le personnage. C'est à nous d'investir l'espace que vous avez créé et dans lequel vous posez vos personnages. Oui, encore une fois, je crois que après ça, c'est des choix qui sont vraiment esthétiques. C'est ce qui me plaît au cinéma et ce qui m'émeut quand je vois des films, souvent, c'est quand ils me laissent y aller un peu, quoi. C'est que si j'y suis déjà quand je le regarde, j'ai du mal un peu à sentir à ressentir quelque chose, à avoir une connexion et parfois, ouais, quand il y a un petit peu un espèce de recul, c'est ça qui me plaît. Puis je trouve que ce genre de milieu, comme par exemple un tribunal ou un assistance sociale, c'est des lieux où forcément on parle de choses qui sont très intimes, très très importantes, mais on est obligé d'être en présentation. On peut pas crier, on peut pas vraiment montrer les émotions qu'on doit certainement ressentir. Et cette espèce de contrainte, ça crée quelque chose aussi qui est assez qui est très sensible, enfin que le cinéma arrive à percevoir et que peut-être dans le réel on n'y prête pas attention. Et ça fait que de votre film, pour moi, un film extrêmement engagé politiquement. Même s'il n'y a pas de propos politiques, le fait de situer ces personnages-là dans un espace, de situer ces personnages-là dans un rapport humain et un rapport finalement d'une certaine forme de bureaucratie, parce que c'est un peu ça aussi, ce langage un peu codé, ben votre film en arrive à avoir un propos, je veux dire, politique. Oui. Ça c'est un peu plus délicat parce que forcément, enfin vous l'avez dit, moi j'ai pas commencé. Mais je pense pas que c'était l'idée du c'est pas l'idée, mais je crois que c'est là effectivement. C'est présent, que je le veuille ou non, et c'est vrai que enfin voilà, c'est des systèmes qui sont forcément, parce que c'est des systèmes qui sont faits pour des humains, mais un système peut jamais vraiment être adéquat à l'humain parce que l'humain est pluriel, parce qu'il est complexe et que le système ne sera jamais complexe, et donc juste d'observer comment ces choses-là ne s'emboîtent pas, le résultat de cette équation, c'est quelque chose qui forcément est politique, quoi. Mais j'aime bien l'idée d'observation parce que c'est, je veux dire, votre choix principal, même si ça reste, comme mentionné, c'est de la fiction, c'est, je veux dire, de permettre finalement de regarder ces gens-là et de les situer dans un contexte précis. Est-ce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont improvisés ou c'est pas mal toujours écrit, ou vous laissez la plage au réel, vous laissez la chance au réel de s'insérer dans votre projet? Il y a quelques scènes très écrites, mais enfin il y a un peu de tout en fait dans le film, mais il y a beaucoup de scènes, comme vous dites, où je laisse le réel, parce que souvent les gens qui travaillent dans le film, qui sont les acteurs ou les sujets ou les, je sais pas comment on dit, non-acteurs, ils connaissent beaucoup mieux cet environnement et les situations que je montre que moi. Ce qui est pas nécessairement le cas quand tu fais de la fiction et que t'es un réalisateur avec tes acteurs. Et du coup, en général, quand on arrive, je leur demande de m'expliquer, de me montrer, et puis à travers un peu de temps, on dessine un peu la scène ensemble, quoi. C'est le cas de la scène de simulation, là, autour de la table. Ah, mais là, si j'avais vraiment deux personnes qui font des ateliers comme ça, je leur ai dit, mais créer un atelier. D'ailleurs, on a filmé la préparation de l'atelier qui est pas dans le film. Donc, c'était un peu, ça part vraiment d'un procédé qui est un petit peu plus documentaire. Antoine, vous avez utilisé le mot esthétique. Effectivement, il y a des influences qu'on peut identifier dans votre travail? Trop encore. Pas une liste. Non, mais voilà, c'est mon premier long métrage, donc forcément j'en vois beaucoup, et c'est pas que ça me désole, je suis content, mais oui, il y a des influences. Moi, il y a le cinéma de Wiseman, même si je dis que je parle pas du documentaire. Je crois que l'expérience d'observer quelqu'un qui est dans
dans un combat verbal avec quelqu'un d'autre, c'est ce que j'ai, c'est ce qui me plaît. En gardant ses distances. C'est ce qui me plaît chez Wiseman. Arrive à faire très bien. Exactement. C'est bien parce qu'on avait une discussion entre Robert et moi, parce que je disais, il y a un petit peu de Wiseman. Robert disait, oui, mais je vois aussi. Wiseman de pardon, un truc comme ça, ouais. Puis après, moi, je viens plus de la fiction, donc forcément, je suis cinéphile. Enfin, j'aime beaucoup Romer, les trucs comme ça, même si ça se voit peut-être pas dans le film, ou il y a un film qui joue aujourd'hui aussi, de Infinite Football de Corneliu Pambulio, lui qui est une influence aussi forcément, quoi. Ouais. Donc on rappelle que le film d'Antoine Bourges, parce que bien sûr on consacre une partie de l'émission au 21e rencontre internationale du documentaire de Montréal, Fail to Appear, est présenté aujourd'hui à la salle Canal D. De la Cinémathèque, de la Cinémathèque à 15h45 et il est repris demain au parc à 13h30. C'est ça. Et bien sûr, vous allez être sur place pour les deux projections. Pour répondre aux questions. Donc on invite tous les gens à aller voir le film d'Antoine. Les RIDM, c'est un lieu de découverte et le film d'Antoine est un bon exemple de ça. Moi, en tout cas, je connaissais pas vos courts-métrages. Je suis allé là un peu parce qu'on m'a dit tu devrais pas rater ça. Je remercie la personne qui m'a refilé le tuyau, mais Fail to Appear, c'est vraiment un film à découvrir au RIDM cette année. Merci. Merci Antoine. Et Georges aussi nous surprend parce qu'aujourd'hui, Georges a décidé de nous surprendre au niveau de la musique, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend.